est-ce que Madame Tyrolien-Pharaon pose une question qui est fondamentale, c'est-à-dire que le système scolaire, d'après ce qu'elle indique, produit une inégalité de fait. C'est-à-dire que le système scolaire tel qu'il a été édifié dénie aux enfants afrodescendants la constitution d'une identité propre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Goûter Panafricain épisode 17. Je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode concernant le panafricanisme et la communauté noire. Et aujourd'hui, j'ai des invités de renom. C'est Thibaut Obou. Comment tu vas, Thibaut? Le président d'Africa du Monde. Je vais très bien, Thomas. Merci beaucoup. Aussi, toujours aussi dynamique. Yes, et Thibaut, tu étais à une conférence il n'y a pas longtemps. Il faudra que tu nous en parles. On verra ça dans la suite du podcast, mais tu nous as fait une très belle conférence qu'on va sûrement partager sur le Goûter Panafricain. Donc, restez très attentifs, ça vaut vraiment le détour. Et juste à côté, c'est notre invité mystère, Hachen Soud. Comment tu vas, Hachen Soud? Oui, bonjour Thibaut, bonjour Thomas, merci encore une fois donc de m'inviter. Je suis donc à Paris donc depuis une semaine et il y a encore pas mal de choses à dire, il y a encore pas mal de travail à faire, il y a encore pas mal de champs à débroussailler donc et à partir donc des idées reçues qui sont bien ancrées dans certaines têtes. Merci beaucoup Thomas. Comment ça s'est passé la Guadeloupe, le voyage? Très bien, hein, pas de souci. C'est surtout que la conférence, on a assisté à une très belle conférence donc tenue à l'initiative donc des grands frères hein, et donc en présence de Kémy Séba, donc des familles des grands frères et puis surtout de militants. Et sous la pluie et dans la boue, il y avait énormément de monde. Est-ce que tu peux juste expliquer les grands frères qui sont pour nos abonnés? Alors suite au mouvement qui a commencé il y a 2 ans, mais surtout qui a pris une tournure assez manifeste l'année dernière, notamment lorsque le pass vaccinal devient obligatoire pour les personnels soignants. Il y a eu pas mal d'échauffourées donc au niveau de l'hôpital, mais surtout les jeunes sont rentrés donc dans la danse et ont érigé donc des barrages donc sur tout le territoire guadeloupéen. Et à la suite de ça, il y a eu donc une enquête policière pour essayer de comprendre comment se fait-il que les jeunes étaient aussi bien coordonnés, avaient un esprit très militants, mais à la fois de gens très organisés. Et ils ont apparemment mené une enquête qui aurait conduit à mettre en évidence donc des éducateurs de rue. Ces éducateurs de rue qui avaient justement été invités à l'initiative des hommes politiques, hein, on va dire locaux, et à la table des négociations pour faire cesser un peu les troubles, les éducateurs de rue apportaient leur expertise, apportaient leur savoir-faire. Sauf que en retour, il y a eu donc des arrestations d'un certain nombre, donc 7 éducateurs de rue qu'on appelle des grands frères, qui ont été arrêtés, mis en examen et présumés coupables, alors que normalement on dit présumé innocent, présumé coupable, on n'en sait rien actuellement. Pour 2, ils ont été envoyés donc dans les geôles françaises, donc sur le territoire, avec une obligation de ne pas rentrer en communication avec leur famille. Et ça, c'est dans le cadre de l'enquête. Excuse-moi de te couper, mais en gros, pourquoi ils se font arrêter ces gens alors que normalement c'est des personnes bien? Alors, on les a arrêtés avec comme mobile le fait qu'ils auraient organisé soi-disant des raquettes auprès donc des commerçants guadeloupéens, avec une obligation donc de verser une certaine somme donc à des jeunes pour faire cesser le trouble. Et voilà. Et c'est vrai ça ou c'est vrai ou pas? Alors justement, le fond du dossier donc, fait partie de l'enquête aujourd'hui. Hein, donc les avocats ne communiquent pas beaucoup là-dessus, hein, et ils ne doivent pas communiquer justement.
C'est ça le problème. Hein. Donc, on aura l'occasion, puisque ça fait aussi partie de notre projet, de mettre sur le site Goûter Panafricain la vidéo et avec un certain nombre d'informations. Alors, de la vidéo donc, du meeting de Kémy Séba qui s'est déroulé le 29 avril donc à Sainte-Anne en Guadeloupe. Voilà, on le mettra sur la chaîne. On la mettra sur la chaîne. On la mettra sur la chaîne et vous serez tenus au courant. Merci. Merci à vous. Bon, je vois que tu as l'air d'être plutôt en forme, donc on va commencer tout de suite avec l'entrée en matière. L'entrée en matière, c'est les sujets d'actualité. Qu'est-ce que vous avez trouvé de très intéressant que vous voulez partager à la communauté concernant le panafricanisme ou autre, voilà, des sujets qui concernent la communauté noire. Je vais commencer avec toi, Thibaut, et ensuite Hachensout. Tu vas prendre le relais. D'accord. Tu parlais du 10 mai. Pour les informations, c'est le 10 mai. Le 10 mai en France, avec la loi Taubira, c'est une journée de commémoration nationale pour l'esclavage dirigé contre les Noirs. Et donc, c'est un crime contre l'humanité. Et effectivement, ce crime contre l'humanité, on a comme l'impression que c'est un crime sans réparation. Ouais. Donc, en principe, juridiquement, quand on dit crime, il y a une réparation, mais bizarrement en France, c'est pas le cas. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire. Déjà, pour que tous les Africains qui sont ici sachent que le 10 mai, il y a quelque chose. Et ils doivent, au-delà de 10 mai, ils doivent savoir que tous les ans, ils doivent faire quelque chose quand même par rapport à ce gros génocide qui a duré quand même 500 ans et qui a une suite. On est encore dedans. Donc, effectivement, par rapport à ça, j'ai été invité par la mairie de Creil pour faire une conférence sur l'esclavage. Donc, en gros, j'ai quand même pu avancer certaines pistes qu'on n'évoque pas souvent et pour faire comprendre qu'effectivement, on parle de l'esclavage, c'est hyper important pour nous, mais il faut aussi absolument que les bourreaux, c'est-à-dire les auteurs des crimes, doivent passer à la caisse. C'est hyper important. Tant qu'ils ne passent pas à la caisse, je pense qu'ils vont considérer que nous ne sommes pas des humains et que nous sommes hors humanité, puisqu'on n'accepte pas encore la réparation. Et ça, c'est à tous les niveaux politiques. Hein. C'est-à-dire que tous les niveaux politiques, y compris dans la société, parce que même des enseignants qui étaient aussi sur la table pour la conférence, ils ne comprennent pas. Ils se disent, mais à qui ça a réellement profité? Bon, c'est des questions qui n'ont même pas lieu d'être posées, parce que sinon on va dans le négationnisme, et tout ça c'est puni. Donc, mais les gens le disent de façon naturelle. Donc vraiment, il faut qu'on soit une force organisée pour qu'on sache que tant qu'on ne passe pas par la caisse, il n'y aura plus de relations commerciales avec nous. Quand j'ai dit nous, tout le monde africain. Afrique, Amérique, Océanie, Australie, tout ça, oui. Il faut vraiment qu'on bouge. Il faut qu'on bouge, mais comme ont pu te dire les personnes qui ont écouté ta conférence, c'est se dire mais comment on peut faire pour rembourser tout ce qui a été fait? C'est quasi impossible. Je pense qu'ils ont dû te dire ça. Je pense que l'esclavage a tellement été énorme qu'ils se disent mais c'était beaucoup trop. Donc en fait on peut pas vous rembourser. Oui, c'est pour ça qu'ils ne remboursent pas. Oui, la question a été posée, mais c'est tellement simple. Ouais. Pourquoi c'est simple? C'est que les bourreaux ont été remboursés avec une loi spéciale que on va dire les gouvernements de l'époque avaient pris pour pouvoir indemniser les esclavagistes. Vous voyez? Donc cette loi, non seulement elle existe. C'est quand même dingue de se dire que les esclavagistes ont été remboursés. C'est quand même dingue. Les esclavagistes comme s'ils n'avaient pas assez profité. Avec une loi. Ouais. Donc je pense que c'est facile, puisque on connaît ces esclavagistes. 2, on connaît le montant qu'ils ont eu. Chacun a eu 6 millions de livres de l'époque, ça on le sait. Et on sait aussi à quoi ça a servi avec 12% pour créer, par exemple, la Banque de France, pour créer la Caisse des dépôts. Donc on sait, le problème ne se pose plus de savoir mais comment on fait. C'est-à-dire que l'auteur du crime
a été récompensé pour son action. Je pense qu'à partir du moment où on récompense l'auteur d'un crime, il me semble qu'on ne peut pas faire autrement que de réparer pour la Mais victime. est-ce que tu penses vraiment que ce gouvernement qui a récompensé ce crime voudront aujourd'hui retourner leur veste et récompenser les victimes de ce crime? Sincèrement, est-ce que tu penses qu'ils seraient capables de le faire? Je suis même pas En sûr. fait, ils n'auront pas le choix. Comment on peut? Comment on peut Ils faire? n'auront pas le choix. Pour une raison simple, c'est que je pense que bientôt, les dirigeants qui seront au poste en Afrique vont veiller à ce que... En fait, c'est tellement simple. Par exemple, je dis, bon, si vous voulez l'uranium du Niger, il va falloir que vous répariez. Si vous voulez boire votre café, votre chocolat tous les matins, pour être livré, il va falloir que vous passez par la caisse. Si vous voulez avoir du poisson un peu partout en France et en Régis, vous êtes obligé de passer d'abord par la caisse avant d'avoir les relations avec nous. Donc, en fait, c'est même pas... on ne va pas poser ça comme quelque chose de... on va dire... une réparation symbolique. Non, on n'est pas dans la symbolique. On est dans les faits. On est dans les faits parce qu'ils ont accepté, leur mentalité a accepté de réparer le criminel. C'est insensé. Même leur propre loi actuelle ne répare pas le criminel. Au jour d'aujourd'hui, dans le droit pénal français, le criminel est sanctionné. Donc, cette logique qui considère que le loi n'existe pas, il va falloir qu'on l'impose. En fait, c'est même pas... il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Ça doit être fait. Ceci dit, il y a certains pays qui ont quand même déjà commencé l'action, notamment l'Angleterre a commencé avec le Kenya au niveau des Mao Mao, et puis l'Allemagne aussi a commencé avec la Namibie. Donc, en fait, les choses existent. C'est pas que ça n'existe pas, les choses existent. Sauf qu'il n'y a que en France où on considère que le code noir existe encore, puisque dans le code noir, l'Africain n'existait pas. C'était un meuble. Donc aujourd'hui, la mentalité, elle est encore celle-là. Pour une simple raison, je le dis, excusez-moi, je le dis très souvent, c'est que le code civil qui a été mis par Napoléon, qui a rétabli l'esclavage en 1802, ce code civil, il est encore en vigueur. Ça veut dire que dans la tête, en France, des politiques et de pratiquement tout le monde, mais l'Africain, il est hors humanité. Très bien. Donc c'est à nous maintenant de faire passer la chose différente. Très bien, en tout cas, très très intéressant. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter Thibaut. Sachez qu'il a fait une conférence. La conférence, elle dure à peu près combien de temps? Elle a duré 1h30. 1h30, ok. On va vraiment faire en sorte de la mettre sur la chaîne YouTube Goûter Panafricain. Donc restez bien au courant si vous voulez avoir une belle conférence d'une heure, 1h30 où vous avez Thibaut qui parle de ce sujet, l'esclavage. Voilà, il rentre dans le vif du sujet. Donc tenez-vous prêts, ça va arriver très très bientôt. Hachem Sout, au niveau de l'actualité, qu'est-ce que tu as des belles choses à partager? Alors moi j'ai une petite chose à partager, mais elle est grande parce que les conséquences sont formidables. C'est juste un article qui est paru donc dans les Échos du 4 mai qui titre « La junte malienne exige le retrait accéléré des Européens ». C'est-à-dire que la France avait envisagé un départ sur 6 mois. Et là, le gouvernement, et notamment les militaires maliens, ont demandé à ce que ça soit précipité et immédiat. Donc, ce qui veut dire que les conséquences de l'inexécution de cette exigence, si elle ne se fait pas donc dans les temps impartis, on va se retrouver avec une troupe d'occupation sur un territoire. Donc on est face à quelque chose de très sensible, et je pense que Le Drian, donc le ministre des Affaires étrangères, en est bien conscient, et que le nouveau président réélu l'est aussi. La seule chose, c'est que ça a pris cette forme et cette tournure parce qu'il faut se rappeler de ça, la manière dont la France traite de haut et prend de haut
le gouvernement qui est vraiment porté par la population, le peuple malien, elle le prend de haut tout simplement parce que ce gouvernement a eu la chance et l'idée de s'associer avec les Russes. Hein. Je suis même plus encline à dire que peut-être que la vindicte aujourd'hui dont fait les frais les Russes, si c'est pas aussi un peu de ça, quoi. C'est-à-dire que le monde change, le monde bouge, et il bouge notamment du côté de l'Afrique. Tu penses que là on arrive à une nouvelle ère? Tu penses vraiment que les Africains vont, malgré tout ce qui s'est passé dans l'histoire, il y a eu des mouvements, il y en a eu qui ont voulu se révolter, et ça a beaucoup, malheureusement, voilà, ça a pas été au bout. Est-ce que tu penses que cette fois, ça y est, avec par exemple le Mali, on va arriver à ce début du monde panafricain, tu penses? Alors, et est-ce que on doit forcément être allié avec les Russes? Est-ce que tu penses aussi que c'est important? Alors, la manière dont le Mali s'est positionné au niveau de la scène internationale, effectivement, il y a eu coup d'État, on ne peut pas le nier. Mais une des choses qui a été fondatrice en quelque sorte d'une nouvelle ère par rapport donc à ce que tu as indiqué, ce qui se passait autrefois avec des coups d'État qui étaient plus ou moins acceptés par la communauté internationale. Il n'y avait pas de revendication de destituer les gouvernements qui auraient pris le pouvoir sous cette forme-là. C'est que justement le gouvernement malien et notamment le ministère des Affaires étrangères, hein, Abdoulaye Diop, signe quelque chose de formidable. Il dit, c'est sur le plan militaire d'abord que l'on va reconquérir notre souveraineté. Et ça, c'est un nouveau débat. C'est-à-dire que le Mali indique bien qu'il y a une menace. Et il fait un comparatif. Il dit, la France n'a pas su endiguer la menace. Et la population, aujourd'hui, le peuple malien nous fait confiance et on doit le protéger parce qu'il y a une demande très forte. Parce qu'il faut se rappeler ça, hein. Le gouvernement parle au nom du peuple malien. Et parce qu'il parle au nom du peuple malien, il est en droit de le protéger et de protéger ses intérêts. Et l'un des intérêts qui me semble le plus essentiel, c'est d'éviter une escalade au niveau des morts, une escalade au niveau donc des prédations. Et pour ça, le gouvernement malien a dit la France n'a pas su répondre à notre demande, on doit chercher des nouveaux partenaires. Alors, est-ce que la France est en mesure de le comprendre? C'est ça le nouvel ordre aujourd'hui. C'est que l'on doit, les pays africains ont les moyens de faire comprendre à la France que ça suffit. Voilà. Ok. Bon, on va voir ce que ça va donner le futur, mais en tout cas, peut-être que le Mali sera le pays exemplaire et qui donnera le ton pour les années à venir, et qui sait, peut-être qu'on en reparlera comme le début du nouvel ère, qu'on aura eu la chance d'avoir assisté à ça, à ce soulèvement d'un pays africain face à l'oligarchie occidentale, comme dit Kémy Séba souvent, l'oligarchie, j'ai remarqué, il aime bien dire ça, ce mot. Donc voilà, ok, en tout cas merci à vous pour ces actualités. Passons maintenant tout de suite au plat principal. Le sujet du jour, ça concerne l'éducation. L'éducation panafricaine plus particulièrement. Il y a eu un projet d'une école panafricaine en Guadeloupe dirigée par Madame Tyrolien Pharaon. Et malheureusement, ce projet qui paraît louable, hein, vraiment, de créer une école pour nos jeunes, la future génération, et la former au panafricanisme, malheureusement, ce projet a été interdit par le gouvernement. Je voulais avoir vos avis sur ça déjà, et qu'est-ce que vous pensez du monde éducatif qu'on a en France, et les problèmes que ça peut engendrer, ou peut-être les solutions, peut-être que vous êtes pour le système qu'on a actuellement éducatif en France. Qu'est-ce que tu en penses, Thibaut, de cette école panafricaine et ensuite de l'éducation en général? Je pense que cette école panafricaine, elle est la bienvenue. Elle est la bienvenue, sauf que nous sommes dans un semblant de république qui n'admet que on va dire,
des entités exceptionnelles communautaristes. Je m'explique. Vous savez, je reviens encore à l'état de l'esclavage et au Code noir. Dans le Code noir, il était interdit donc aux Africains d'aller à l'école, d'apprendre à écrire et à lire. On en est encore là. Parce que dans la République française, il y a des écoles musulmanes. Bien sûr. Il y a des écoles chinoises. Il y a des écoles irlandaises. Même allemande, il y a tout. Ouais. Il y a toutes sortes d'écoles qui existent ici en France, puisqu'il y a une liberté. Mais quand il s'agit des écoles mises en place par les Africains, mais automatiquement le préfet s'érige. Ben c'est ce pourquoi il est là-bas dans nos pays. Il s'érige en censeur pour ne pas que ces écoles voient le jour. Donc on repart encore dans l'esclavage. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand je dis que quel est l'état d'esprit qui permet de sortir une loi de 30 avril 1848 pour réparer le bourreau, c'est-à-dire le criminel, en lui donnant 6 millions de cash de livres de l'époque à chacun, plus 12% qui va servir à créer la Banque de France et la Caisse des dépôts. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Et la raison invoquée, c'est que Haïti, ayant vaincu la France à la bataille de Vertières et ayant proclamé la liberté et l'égalité, et donc son indépendance, les esclavagistes ont estimé que de facto, c'est-à-dire que sur le coup, ils allaient perdre leurs richesses, leurs avoirs, et que l'indépendance haïtienne, la révolution haïtienne, les rendrait pauvres. Par conséquent, ils ont demandé aux États français de leur assurer une indemnité pour qu'ils retrouvent leur fortune à vie. Vous imaginez? Donc c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que ces personnes-là ont été rémunérées à vie parce que Haïti a réussi à avoir son indépendance. Et ben, des personnes ont pu en bénéficier grâce à ça. En fait, en gros, c'est un petit peu, c'est dingue de penser, de voir ce qui s'est passé, quoi. Mais est-ce que ça explique pourquoi Haïti, je crois, a une dette est encore endettée, non? Si je me trompe pas. Bon, Haïti est endetté, mais en fait, après ça, ils ont imposé à Haïti de pouvoir payer pratiquement une très grosse somme à l'État français pour la reconnaissance de l'État haïtien en tant que tel. Bon, à l'époque, c'était un métis qui était aux affaires et donc se sentant un peu plus blanc que les autres populations haïtiennes. Il a accepté cette fourberie, cette non-sens. Il avait accepté, pourquoi? Parce qu'il avait aussi en tête de créer un État, disons, qui allait collaborer avec la France. En fait, c'est comme ça qu'il a un peu pensé à l'époque pour accepter vraiment cette grosse faute et cette grosse bêtise. Donc Haïti a fini de rembourser. Et donc quand Jean-Bertrand Aristide est arrivé au pouvoir, il a demandé à la France qu'il y ait un remboursement de cette dette qui n'a pas de sens en fait. C'est une dette qui n'a pas de sens. Donc cette dette qui n'a pas de sens, il va falloir la rétrocéder à Haïti. C'est pourquoi on lui a fait un coup d'État et on l'a amené en Afrique du Sud. Donc c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Donc l'école qui a été mise en place sur place dans les îles de l'Amérique, bon, je pense que ceux qui ont eu l'initiative doivent continuer. Parce que légalement, juridiquement, le préfet ne peut pas interdire cette école. Donc je pense qu'il faut aller aussi sur le plan juridique et faire en sorte que le préfet, non seulement soit sanctionné, parce que là, il y a l'inégalité des citoyens devant la loi. C'est tellement flagrant, et en plus, il y a du racisme derrière. Le racisme est un crime aujourd'hui. Le racisme, c'est puni, c'est un délit, c'est puni. Donc il y a vraiment tous les éléments pour que l'école non seulement voit le jour et que l'école fonctionne.
Et comme maintenant nous allons communiquer là-dessus, on va faire en sorte que tous ceux qui ont entendu parler de cette école, chacun doit donner un peu de ce qu'il a pour que l'école voit le jour. Ça veut dire quoi, donner de ce qu'il a? C'est-à-dire que chacun doit contribuer financièrement pour que l'école voit le jour. Et on a beaucoup maintenant de plusieurs méthodes de travail qui peuvent permettre à n'importe qui soit en Côte d'Ivoire ou qui soit même au Cameroun ou dans les îles de Barbade, de donner en fonction de sa capacité, de donner des cours à nos enfants qui se retrouvent à la Martinique et à la Guadeloupe. Donc je pense qu'il faut continuer ce projet. Ce projet ne doit pas être arrêté parce que le préfet, il est visiblement en dehors de la loi. Il va falloir qu'on le rappelle à l'ordre parce que c'est fini les années 1800 où le préfet pouvait tout faire, c'est fini. Non, on ne peut pas fonctionner sur la tête, c'est fini. Donc je pense que cette école, nous devons faire en sorte qu'elle continue et les encourager à continuer cette belle initiative. Très, très bien. Hachensout, toi aussi, ton avis sur l'école panafricaine qui a été pour l'instant interdite en Guadeloupe? Oui, alors bon, c'est vrai que c'est un thème qui est vraiment très intéressant parce que on se pose la question donc du devenir, hein, donc de génération et de génération, de ce qu'il va être et comment est-ce qu'il va s'insérer dans une société, quel type de société. Quel est le risque d'intégrer dans une école blanche une jeune fille noire? Alors, à une époque, hein, aux États-Unis, dans les années 60, ils se posaient cette question-là. Il y avait énormément de manifestants blancs qui étaient donc devant la porte de l'école où devait se rendre Ruby Bridge, qui a eu la chance donc de pouvoir y accéder, hein, puisque ses parents ont répondu à une sorte de demande générale. Cette demande avait été repoussée par l'ensemble de la population noire américaine. Et ses parents, donc de façon courageuse, c'est vraiment courageux à cette époque, ont décidé d'envoyer leur enfant donc, dans une école blanche. Quel est le résultat, à votre avis? Est-elle sortie d'un système donc scolaire qui distille l'inégalité à plusieurs niveaux? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se glorifie donc d'un exemple, mais le résultat, est-ce que ça a changé la donne? Qu'est-ce qu'elle est devenue d'ailleurs, cette fille? Alors, cette dame, je n'en sais trop rien, mais j'ai vu un reportage où on la voit, donc elle a un certain âge. Apparemment, donc elle a bien réussi, puisque l'environnement dans lequel elle évolue semble assez protégé, privilégié, etc. Donc, d'une manière ou d'une autre, elle a dû réussir, mais globalement, est-ce que le système scolaire aux États-Unis est-ce qu'il est discriminant? C'est la question. Parce que aux États-Unis, il faut savoir que dans la Constitution, il n'est pas garanti une éducation pour tous. C'est-à-dire que les enfants ne sont pas obligés d'être éduqués par le système scolaire. Ils peuvent trouver un autre système, une autre façon d'édifier leur personnalité pour un type de société. Donc la question que je repose, c'est est-ce que le système scolaire produit, alors c'est ça qui est important, est-ce que Madame Tyrolien-Pharaon pose une question qui est fondamentale, c'est-à-dire que le système scolaire, d'après ce qu'elle indique, produit une inégalité de fait. C'est-à-dire que le système scolaire tel qu'il a été édifié dénie aux enfants afrodescendants la constitution d'une identité propre. Et que de ce fait-là, le programme scolaire minore une grande part de l'histoire des afro-descendants, de l'origine justement de leur soumission, de leur aliénation, qu'elle n'en tient pas compte, ce qui produit au final une sorte de lissage des personnalités, une sorte de lissage donc, des individus. Attends, juste te rapproche-toi du micro. Oui, excusez-moi. Pour en faire un citoyen ayant effectivement la capacité de se prononcer sur le devenir d'une société, de la société française, et elle produit de facto un homme et une femme occidentale. Donc,
la question qu'elle pose, elle est tout à fait intéressante, c'est quel est ce système scolaire qui produit et qui a vocation de lisser les personnalités en niant une spécificité, et la spécificité africaine de la population. Alors, en ne voulant pas créer une école différenciée, comme elle peut, comme certains, on va dire, personnes, certaines communautés, alors qu'en France ce terme-là est récusé, ont décidé de prendre à bras le corps cet aspect-là. Alors, on est en droit de se poser cette question aujourd'hui parce que on voit les dégâts de l'inégalité, hein, cette inégalité de fait, dans le devenir de ces enfants qui ont été formatés à l'école occidentale, en niant justement leur spécificité. Voilà. Ok, bah, on va rebondir sur ça. Vous qui avez été, parce que vous avez vécu en France, vous qui avez été à l'école française, qui avez suivi l'éducation voilà, à la française occidentale, qu'est-ce que vous pouvez même vous avez été encore plus loin que l'école, vous avez des diplômes, vous avez fait voilà, vous avez des diplômes universitaires, vous êtes allé assez loin dans les études. Maintenant, quelle est votre expérience de tout ça? Qu'est-ce que vous en tirez? Est-ce que vous pensez que l'éducation que vous avez eue à cette école française était adaptée pour vous ou inadaptée? Voilà. Qu'est-ce que maintenant, votre expérience sur ça, est-ce que vous pensez que c'était aussi fondamental d'avoir peut-être une éducation panafricaine au départ? Thibaut et ensuite Hachensout, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que à la base, l'école en tant que telle, hein, c'est d'abord des institutions africaines à la base. Hein. Ce sont des institutions africaines qui ont été relativement modélées sur les périodes des gloires, enfin les périodes des crimes européennes. Hein, est-ce que tu peux préciser quand tu dis c'est des institutions africaines, c'est-à-dire sur quel point? Bon, c'est des institutions africaines parce que l'école en tant que telle, elle est née en Afrique. C'est-à-dire que le fait de créer des écoles pour mettre des enfants, des élèves, des étudiants dans les écoles, cette institution, elle est née en Afrique. Par exemple, elle est née en Égypte. Hein? Elle est née en Égypte, cette histoire d'école. Et les grandes institutions, les universités, notamment ici en France ou en Europe, les universités n'existaient pas. On avait déjà des universités au Mali, à Sankoré, les universités du Ghana, les universités d'Éthiopie. Bon, tout ça existait déjà bien avant que les Européens viennent attaquer la citadelle africaine pour justement inverser déjà les valeurs qui existaient sur place pour venir interdire l'école. En fait, l'école a été interdite. Une fois que les Européens sont arrivés à l'école, la première des choses, c'était d'interdire l'école. Par exemple, il y a une personne qui est très connue en Europe, en France en particulier, qui s'appelle Jules Ferry. Jules Ferry est très cité en ce qui concerne l'éducation ici, mais Jules Ferry, en tant que ministre des colonies, avait interdit l'éducation des Africains de l'autre côté. Oui, donc tout ça, et donc, quand maintenant un Noir se retrouve dans ces pays, on a comme l'impression que c'est un privilège pour lui de se retrouver dans ce système scolaire dans lequel il était exclu, puisqu'il n'était pas... il était complètement interdit pour lui d'être instruit. Il ne fallait pas l'instruire. Et ça, c'est le code noir qui le dit. Après, on a eu le code de l'indigénat qui continue. Donc, en fait, les mentalités ont été bloquées depuis l'époque des agressions esclavagistes jusqu'à aujourd'hui. À tel point que même quand vous avez dans les écoles aujourd'hui françaises qui sont censées être des écoles d'élite, comme Polytechnique, vous avez des majors qui sortent de Polytechnique, qui sont africaines par exemple. En principe, dans les grandes écoles, quand vous êtes major, vous avez le choix de votre direction. C'est-à-dire que vous voulez aller là où vous voulez aller, vous êtes le premier qu'on choisit. Mais il se trouvait que la plupart des Africains qui étaient majors de ces écoles, mais non seulement ils ne trouvaient pas de stage, ce qui est aberrant, mais en deux,
ils n'avaient pas la possibilité de choisir leur voie d'affectation. Hein? Bon, j'ai ici en idée un Ivoirien, Thiam, qui est sorti à la fois major polytechnique et major à l'école de mines, mais qui a eu toutes les difficultés du monde ici. Sauf qu'à l'époque, pour lui, c'est que son père était président de l'autre côté, donc il était obligé d'aller en Côte d'Ivoire pour pouvoir s'épanouir en tant que brillant élève sorti de ces écoles-là. Donc je veux dire que en fait, ce sont des écoles qui n'exploitent pas réellement l'intelligence. C'est ce qui fait par exemple qu'on a souvent des personnes très intelligentes mais qui ont du mal à suivre ce système scolaire. Parce que le système scolaire, en fait, elle détruit l'intelligence et elle met en place un mécanisme de personnes prêtes en fait à obéir dans un certain système pour qu'il soit malléable et employable à merci. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, ils ont été habitués à faire travailler des humains sans les payer. Donc maintenant que tout ça est aboli, il va falloir travailler avec des gens qui réfléchissent. Et non seulement ils réfléchissent, mais il faut les payer. Donc ils ne sont pas prêts à payer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On crée des écoles où on forme pratiquement des gens, entre guillemets, un peu moutons, qui sont prêts à faire ce qu'on leur demande de faire, on ne leur demande pas de réfléchir. Donc l'école actuelle telle qu'elle est aujourd'hui en France et en Europe, elle n'est pas adaptée à l'humain. Elle n'est pas adaptée à l'humain. Elle est adaptée à la machine. Okay. C'est pour ça, par exemple, que la France, au niveau mondial, est classée pratiquement 26e, hein, sur l'échelle de l'éducation. Hein. Et on a des pays comme Singapour qui sont premiers. Parce que là, c'est l'intelligence qui parle. Ok. C'est pas la mécanique. Hachensout, ton avis sur toi, sur l'éducation en France, ton expérience que tu as eue, et est-ce que c'est négatif, positif, est-ce que tu penses qu'il faut être plus panafricain dès l'enfance? Ton avis? Alors, parce que tu as fait beaucoup d'études. Une chose, hein, c'est vrai que ce que tu viens de dire, hein, moi je suis issu, je suis un pur produit donc, du système. Ouais. C'est-à-dire que système occidental, c'est-à-dire de l'éducation nationale. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que j'ai fait toute ma scolarité, les études universitaires, voilà, à partir de ces fondamentaux, qui sont l'histoire française, la manière de comprendre, c'est-à-dire qu'au niveau de mon logiciel mental, manière de penser, de me sentir, ça a été fait, tout a été fait pour que je sois une femme occidentale. Et alors, ton expérience, qu'est-ce que tu en penses maintenant après toutes ces années? Est-ce que ça t'a servi? Vraiment que je prenne des chemins de traverse, excusez-moi, oui. Est-ce que ça t'a servi au final? Est-ce que tu pourrais le conseiller, le même parcours que tu as fait à une autre personne? Alors, moi, ce que j'aimerais dire hein, là, ici, c'est que finalement, quel est l'enjeu de se former à l'occidental? Parce que c'est véritablement un enjeu pour tous ceux de la diaspora et aussi pour ceux du continent, je suis désolée de le dire, mais l'école est inclue dans un système éducatif. Hein, ça a pour vocation de former en vue de quoi, avec quoi et former qui. Lorsqu'à un moment donné, vous êtes sur le territoire, lorsque vous êtes sur le continent, et que l'on vient avec des manuels scolaires qui ont été fondamentalement calqués sur ce qui se produit en France, il y a un problème. Donc l'enjeu est vraiment très important dans cette fabrique à l'occidental. C'est-à-dire qu'il y a la fabrique à l'occidental et il y a aussi l'enjeu de se former à l'occidental. C'est-à-dire que pour les parents, lorsque leurs enfants sont intégrés dans ce type de système, comme je vous l'ai indiqué à l'image hein, de ce qui m'est arrivé, on voit bien ce que ça, où l'on va. Alors pour ces enfants africains du continent, ceci est possible justement parce que la France a bien compris l'intérêt d'avoir une mainmise sur l'éducation. Donc, Madame Tyrolien n'a pas tout à fait tort là-dedans. D'accord? C'est-à-dire que c'est un présupposé pour beaucoup d'enfants et de parents
du continent d'envoyer leurs enfants au plus vite en France, mais parce que justement, ils ont été éduqués dès leur jeune âge, excusez-moi, à des ouvrages où on valorise la culture occidentale. On parle d'abord, pour une grande part donc de l'Afrique francophone, ils parlent en français. Et je vous signale qu'il y a la francophonie. Donc, les dégâts qui sont causés après, c'est que ces enfants-là n'ont plus de manière de se projeter dans l'avenir autrement qu'au travers d'un logiciel qui a été créé par la France. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'éducation, la pédagogie et la didactique. C'est-à-dire que tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Thibaut ou c'est toi Thomas qui a dit, on instruit effectivement, on instruit donc les enfants. Il y a une chose qui est très importante, c'est que l'instruction est obligatoire. L'instruction est obligatoire parce qu'il a été édité un socle commun pour édifier le citoyen français. Donc ça a été pensé. C'est-à-dire que si aujourd'hui un parent omet d'envoyer son enfant à l'école pour être instruit à partir de ce socle-là, il encourt effectivement des pénalités. On va dire qu'on va lui supprimer par exemple les allocations familiales en quelque sorte. Donc l'enjeu aujourd'hui c'est la fabrication effectivement de l'occidental. Alors il y a des sociologues qui se sont penchés sur cette fabrication. C'est ce qu'on appelle la reproduction parce qu'elle se fait selon le milieu dans lequel effectivement on évolue. Et lorsque vous avez effectivement des enfants du continent qui ont été bien pourvus parce que leurs parents ont eu une culture, un bagage des humanités classiques européennes, lorsqu'ils arrivent en France, ils savent de quoi il s'agit et ils intègrent les plus grandes écoles. Mais pour un enfant qui est issu effectivement d'une famille qui ont un bagage un peu plus pauvre, plus frustre, c'est beaucoup plus difficile. Donc, comment la France s'accapare la question de l'inégalité au niveau effectivement culturel. Voilà, donc ça c'est une première partie. Ok, bah, je pense que on a fait quand même un peu le tour sur ce sujet, sur le système éducatif. On laisse les abonnés se faire leur propre avis sur ça et vous pouvez bien sûr commenter et laisser vos avis sous la vidéo. Passons au dessert, qu'est-ce que vous en pensez? On peut passer au dessert et notamment il y a l'ami Thibaut Kama qui fait des livres pour enfants. Est-ce que peut-être Thibaut tu pourrais en parler? Le dessert c'est la note sucrée, c'est le moment de parler de livres et voilà, parler un petit peu de livres à nos abonnés. Oui, je vais parler des livres à nos abonnés, mais juste rapidement pour que les gens comprennent un peu pourquoi l'instruction, comment se fait-il que certaines personnes arrivent à imposer leur instruction à d'autres. En fait, il y a un rapport de pouvoir. Il y a un rapport de pouvoir qui fait que quand tu arrives à conquérir un peuple, tu fais en sorte que ce peuple exécute ton idéologie. Tu les formes même à ton idéologie. Et pendant longtemps, ça a fonctionné comme ça. Pendant longtemps, la plupart des pharaons d'Égypte et même les rois africains faisaient en sorte que tous les États et les pays qui dépendent d'eux, ils faisaient venir les enfants des différents gouverneurs et des différents chefs de ces zones qui sont sur leur coupe pour venir se former chez eux pour qu'ils aient la mentalité, ils aient la façon de faire du royaume. Comme ça, une fois qu'ils sont sur place, ils ne font que exécuter ce pourquoi ils étaient là. Donc, ils prolongent en fait l'occupation et ils prolongent en gros, c'est ce qui se passe un peu pour le cas africain, ils prolongent un peu l'occupation française à travers les livres pédagogiques, à travers les manuels et tout ça. Donc, c'était un peu pour dire ça. Maintenant, pour les livres, effectivement, on a Kama qui a écrit pas mal de livres pour les enfants, notamment le livre de Cheikh Anta Diop, enfant Cheikh Anta Diop.
Est-ce que tu peux rappeler qui est Kamkama, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas? Oui, Kamkama, donc c'est un écrivain panafricain, africain, né en Guyane, qui depuis plus de 6 ans maintenant fait des livres pour enfants parce que il a estimé que si vraiment on veut retrouver notre souveraineté et on veut retrouver vraiment nos propres valeurs, il était nécessaire de commencer par les enfants et que ces enfants doivent avoir les éléments essentiels pour pouvoir affronter la vie de demain à travers nos classiques, nos bases, nos humanités. Donc depuis des années, il travaille un peu dans ce sens. Donc il y a aussi Djawti Bion qui écrit aussi pour les enfants. Djawti Bion, il a sorti un livre sur Sundiata Keita, qui est à la fois pour les enfants et aussi pour les grands qui ne connaissent pas cette histoire de Sundiata Keita. Sundiata Keita, c'est l'empereur du Mali, c'est celui qui a sorti la première carte. On ne voit pas bien le livre, est-ce que tu peux le mettre un peu plus centré? Voilà, oui, merci. Allez, rapproche-le encore. Voilà. Bion Djawti Sundiata, la bataille de Kirina. Okay. La bataille de Kirina, voilà. La bataille de Kirina, et donc c'est à travers cette bataille qu'après une charte est sortie, la charte du Kouroukanfouka, c'est-à-dire que c'est la charte du Manding qui interdit l'esclavage et les rapports de soumission entre humains. C'est l'une des premières chartes, c'est 1235. C'est vraiment très intéressant. Et on a aussi notre frère du Bénin, enfin notre sœur du Bénin, Béatrice Lalignon Bateau, qui a fait un truc pour les enfants, le jardin de Tango et de Jomo. Le jardin de Tango et de Jomo raconte un peu l'histoire champêtre des chants quand les enfants accompagnent leurs parents pour les chants et tout ça. C'est des histoires très intéressantes. Donc on a aussi celui-ci, c'est de Gabriel Kinza, Zo, le château des papillons. Le château des papillons, bah bon, c'est un peu très, on va dire un peu très moderne. L'histoire qu'il a un peu écrit, c'est-à-dire le chant du papillon. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc voilà un peu ce que je peux pour l'instant avancer. Sinon, il y en a pas mal. Très très bien. Merci à toi. Beaucoup de livres pour enfants. Toi, à Shensout, est-ce que aussi tu as des livres à nous partager? Alors, moi, c'est juste, j'inviterais donc les mamans, les papas, donc les parents en général, les frères, donc les familles à se procurer énormément de contes d'Afrique. Hein. Il y en a de très très beaux. Alors c'est vrai qu'il y en a énormément. Alors moi, je ne vais pas vous en citer. J'étais en train de chercher dans ma bibliothèque, mais bon, de chercher, de lire avec vos enfants les contes africains, et ils sont très très beaux. Il y en a moi, pour vous dire, hein, je fais référence à moi, c'est-à-dire que j'ai un certain âge, j'ai découvert vraiment le plaisir de lire par les contes africains, puisque en sortant donc de chez moi, j'avais même pas 8 ans, une maman ou je sais pas qui avait mis à la poubelle donc des livres, et j'ai ramassé donc ces livres, et parmi ces livres il y avait des livres sur les contes africains, et là je peux vous assurer que j'ai été vraiment scotchée, et je vous invite donc à ouvrir donc des horizons à vos enfants, qui puissent être émerveillés, et pas simplement avec des Disney, mais vous allez voir, avec de très beaux contes africains, ils vont être vraiment comme moi-même, et je l'espère, vraiment emballés. C'est vrai que je me souviens, enfant, avoir écouté des beaux contes africains, et c'est vrai qu'il y a des très très belles histoires, donc tu as un très très bon conseil. C'est vrai que les contes africains, même pour servir de berceuse pour les enfants, c'est très très efficace. En tout cas, merci à vous. Merci d'avoir participé à ce goûter panafricain. Merci aux abonnés de nous avoir suivis. Beaucoup de nouveautés arrivent bientôt. Beaucoup de contenus vont arriver. On va vous mettre bientôt la vidéo du meeting de Kémy Séba qui s'est tenu en Guadeloupe. La conférence de Thibaut qui s'est tenue récemment à Cré qui concerne l'esclavage.
Il y a encore beaucoup de projets, notamment d'éducation panafricaine qu'on va vous tenir au courant, ça va arriver bientôt. En tout cas, pensez à commenter, pensez à laisser aussi un j'aime sous la vidéo, ça nous aide à faire en sorte qu'on soit plus connu sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Et portez-vous bien et qu'est-ce qu'on peut dire à la prochaine. Et merci encore à vous les invités. Merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup. À la prochaine et abonnez-vous au maximum pour partager toute cette richesse. Yes, merci à vous et à la prochaine tout le monde. Bye bye, merci.